Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du conseil régional et du conseil départemental, des institutions publiques et des entreprises réunionnaises, chers amis, je dirais chers amis du Grand Forum, Madame, Monsieur, au nom de Tereos Océan Indien, de Groupama Océan Indien, de SFR, Air Austral et du Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette 21e édition du Grand Forum de La Réunion. Mais cette année, vous le savez, est exceptionnelle, puisque les 5 partenaires traditionnels, historiques du Grand Forum se sont associés à la Ligue contre le cancer, ce qui est, ma foi, très symbolique en ce mois d'Octobre Rose. C'est donc un événement en soi, une première, mais vous l'aurez compris que, bien évidemment, cette première, elle a fait l'unanimité très rapidement dans le cercle des partenaires du Grand Forum. Rappelez-vous, l'an dernier, nous fêtions la 20e édition du Grand Forum. Alors cette année, nous ne sommes pas en reste au chapitre des anniversaires. En effet, notre partenaire, Groupama, fête en 2019 son 50e anniversaire. Notre caisse régionale, vous ne pouvez pas l'ignorer dans la salle, célèbre elle aussi son 70e anniversaire. Et notre partenaire exceptionnel célèbre déjà son 100e anniversaire. Alors Axel Kahn me corrigerait, il dirait 101e année déjà pour la Ligue contre le cancer. Alors, comme pour les 20 éditions précédentes, c'est un honneur pour le président de notre caisse régionale, Jean-Émile Fontaine, et moi-même, de vous accueillir ici même dans le parc prestigieux Jean de Cambière. Notre président, Jean-Émile Fontaine, malheureusement à l'extérieur du département, m'a chargé de vous saluer toutes et tous, très amicalement, et de vous souhaiter bien sûr de partager un très bon moment dans nos murs. À ce titre, cette édition prend une saveur un peu particulière, puisque notre prochain millésime devra se tenir dans un autre lieu. Nous avons en effet décidé de rénover cette salle Isotier qui a accueilli tant de beaux événements et qui fait partie des premiers bâtiments qui ont été inaugurés par Jean de Cambière ici sur ce site. Nous avons donc choisi de la rénover. Et je l'espère, si tout va bien, si nous n'avons pas de contretemps dans les travaux, c'est pour encore mieux vous recevoir à l'automne 2021, donc dans un auditorium agrandi de 500 places et totalement rénové sur le plan de la technologie. Alors vous le savez tous, le Grand Forum de La Réunion reste un événement unique sur notre île, toujours très attendu, très prisé, et nous vous remercions aussi très sincèrement pour votre fidélité et le grand intérêt que vous lui portez continuellement. L'objectif que nous avons chaque année est de vous faire partager une rencontre privilégiée avec une personnalité du monde économique, politique, scientifique, philosophique ou culturel. Comme le Forum des temps antiques, on le rappelle à chaque fois, c'est pouvoir aussi échanger, débattre et nous nourrir d'une vision d'un grand témoin. Il est d'usage chaque année de se rappeler les nombreuses personnalités qui se sont succédées à cette tribune. L'avancée dans nos éditions, la 21e, fait que je ne vais bien sûr pas toutes les citer ce soir, mais simplement pour le plaisir se remémorer la venue ici, dans ce grand forum de La Réunion, de Jean Boissonnat, Luc Ferry, Jacques Attali, Claude Allègre, Frédéric Mitterrand, Hubert Védrine, Pascal Bruckner, Mathieu Ricard, Jean-Louis Etienne et l'année dernière, le sociologue Michel Maffesoli, qui nous avait fait partager ses convictions autour des mutations en cours
autour de la postmodernité. Rappelez-vous, il nous avait également volontairement interpellés sur la crise présente, selon ses propos, dans nos têtes. Nous étions le 2 novembre 2018. C'était quelques jours avant les Gilets jaunes. Et la crise sociale, alors bien réelle, nous l'avons eue dans nos rues et dans nos villes. Cette année, je vous l'ai dit, elle est exceptionnelle, puisque nous nous sommes associés avec la Ligue contre le cancer pour accueillir son tout nouveau président depuis seulement quelques mois, monsieur le professeur Axel Kahn. Cher Axel Kahn, merci infiniment pour votre présence avec nous ici ce soir. C'est vraiment un grand honneur de vous avoir parmi nous. Merci également pour votre fidélité au Grand Forum, puisque c'est aussi ce soir les 20 ans de votre première venue dans cet espace. Vous étiez là, à nos côtés, en 1999. Et vous êtes ainsi aussi le premier invité du Grand Forum à venir une seconde fois. Je tiens également à remercier vivement la présidente de la Ligue de la Réunion, Madame Léopoldine Setama-Bidon, sans qui ce moment n'aurait pas pu avoir lieu ce soir. Cher Axel Kahn, soyez donc le bienvenu sur notre île. Nous savons que vous l'appréciez. C'est votre troisième venue. Vous êtes un marcheur et vous l'avez parcouru aussi lors de votre dernier séjour. Et dans le cadre de votre récente élection à cette présidence qui vous est chère, je sais que vous vous êtes aussi donné pour objectif personnel de visiter l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer. De beaux voyages en perspective. Mais notre territoire ultramarin est sans doute unique avec ses diversités, son vivre ensemble qui demeure sa véritable marque de fabrique, et bien sûr la richesse et la beauté de son patrimoine culturel, géographique et culinaire. Nous l'avons apprécié ensemble ce midi. Nous souhaitons donc que votre court séjour puisse vous laisser le temps de l'apprécier. Nul doute, cher Axel Kahn, que vos engagements éthiques en faveur du handicap, sujet qui m'est cher à titre personnel, et celui aujourd'hui encore renforcé en faveur de la lutte contre le cancer, votre attachement à la dimension humaine, aux facteurs humains, vont donner à vos propos beaucoup de force et nous éclairer dans cette voie parfois difficile de la quête d'un progrès, source d'épanouissement et de bonheur pour chaque être humain. Vous l'avez énoncé récemment, grand nombre des cancers seraient évitables si nous ne fumions pas, si nous adoptions une plus grande modération dans la consommation des produits alcoolisés et si nous avions une alimentation plus saine. Cela doit bien sûr nous faire réfléchir. Et donc ce soir, pour être plus en phase et solidaire avec les valeurs et l'éthique que vous portez dans ces combats contre la maladie, nous avons décidé de limiter les boissons alcoolisées à une seule coupe de champagne qui vous sera servie à l'ouverture de notre cocktail dînatoire. Après, il y aura d'autres réjouissances, mais elles ne seront pas alcoolisées. J'arrêterai donc ici mon propos introductif en vous souhaitant, mesdames et messieurs, une excellente soirée. Et je cède la parole à monsieur Alain Baudry, directeur général de Groupama Océan Indien, pour vous présenter plus en détail notre invité. Merci. Merci Frédéric. Groupama, le président Dijoux, qui dans cette salle et moi-même sont également tout à fait heureux et honorés d'être là parmi vous ce soir, une nouvelle fois à ce grand forum. Alors je pensais avoir une partie facile, on m'a dit, bon, bah, tu vas faire comme d'habitude, tu vas présenter l'invité. Mais en regardant son parcours, là, je me suis dit, pour le faire en quelques minutes, eh bien, c'est véritablement un défi, puisque votre parcours, monsieur Axel Kahn, le professeur Axel Kahn, est véritablement impressionnant, aussi bien au niveau de la diversité de vos engagements et de l'ensemble de domaines que vous avez approchés. Je pense que la première caractéristique, si vous voulez dresser quelques portraits en 4 caractéristiques, eh bien, vous concernant, c'est la diversité de votre parcours. On parle de vous comme un homme multifacette et c'est bien peut-être la première chose qu'on peut dire. Et c'est vrai qu'on se demande comment vous faites, et comment vous avez fait, comment vous faites encore pour faire entrer tout cela dans une seule vie
dans un seul agenda. Je crois qu'on est plusieurs dans la salle à se dire qu'on est plutôt pas mal occupé. Vous allez voir qu'on a encore largement de la marge pour occuper notre temps disponible. Alors, impossible d'être exhaustif en quelques minutes. Pardonnez-moi, professeur, je vais sûrement faire des omissions, mais je vais essayer de m'attacher à quelques points de repère essentiels. Alors, tout d'abord, vous vous engagez, pour reprendre votre parcours, sur des études de médecine. Vous êtes reçu major donc à l'Externat à Paris, à Descartes, parmi des milliers d'étudiants, puis parmi les premiers à l'internat, et puis eh bien, vous faites un parcours et vous finissez président de l'université Paris-Descartes. Rien que cela. Et donc commencer à être major dans une promotion d'étudiants et finir président de l'université, rien que ça, c'est déjà une vie qui est pas mal quand même, qui est déjà assez bien remplie et qui pourrait satisfaire, je dirais, une existence. Et on dirait que, et ce que je voudrais dire, c'est la deuxième caractéristique qui est dans votre parcours, c'est la diversité, mais c'est également la performance, la recherche du meilleur, qui a vraiment marqué votre parcours. Dès que vous rentrez quelque part, eh bien, vous allez au sommet, vous êtes aspiré, on vous reconnaît, et vous êtes poussé au sommet tout à fait naturellement. Et on le voit partout dans votre parcours. Vous avez notamment été chargé, simplement, vous avez été chargé de recherche à l'INSERM, en biochimie, sur la génétique moléculaire, et vous êtes devenu successivement directeur de seconde classe, puis de première classe, puis directeur de classe exceptionnelle. Vous avez par la suite été à l'origine de l'Institut Cochin, que vous avez naturellement dirigé par la suite. Voilà. Citons rapidement d'autres fonctions prestigieuses. Vous avez été président de la commission du génie biomoléculaire, vous avez été vice-président de la commission du génie génétique, vous avez été fondateur, puis rédacteur en chef de la revue Sciences de la vie, vous avez été président de l'association Paris Biotech Santé, président de l'association du handicap, et enfin, parmi d'autres, président du comité d'éthique commun à l'INRA, au CIRAD et à l'IFREMER. Je vais m'arrêter sur cet aspect-là, puisque la recherche de l'éthique, de ce qui est juste, est peut-être la troisième chose qui peut caractériser votre parcours, et c'est d'ailleurs ce qui vous a fait connaître du grand public. Ce sont justement vos positions éthiques et philosophiques, notamment autour des thèmes médecine et biotechnologie. Vous avez travaillé sur des sujets sensibles, comme on connaît bien le monde agricole ici à Groupama, et puis mon voisin également, et c'est vrai que eh bien, vous avez travaillé sur des sujets sensibles comme l'utilisation des plantes génétiquement modifiées. Vous aviez à ce moment-là marqué les esprits en vous positionnant en défenseur des applications agricoles de la génétique, exprimant qu'elle constituait une promesse prodigieuse au service de l'homme. Donc c'était un positionnement assez différent à ce moment-là. Et pourtant, eh bien, vous n'avez jamais promu la science seulement pour la science. Ce n'est pas votre credo, et vous l'avez prouvé, souvent en prenant des positions. À titre d'exemple, depuis longtemps, vous avez milité contre la brevetabilité des gènes. Vous avez également déclaré votre hostilité, c'était une position courageuse à ce moment-là, hostilité au clonage reproductif, puis au clonage thérapeutique, au motif qu'il attenterait à la dignité humaine. Alors je m'arrêterai sur cette quatrième caractéristique, c'est celle de l'humanisme, car vous êtes un humaniste. D'ailleurs, vous défendez vos convictions, vous avez même trouvé le temps je ne sais pas s'il faut dire de vous engager ou d'approcher la politique, je ne sais plus vous direz, pour défendre vos convictions. Vous vous êtes impliqué, vous avez vous êtes impliqué au plus haut niveau avec les présidents de la République, que ce soit François Hollande, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy notamment. Et puis, très utile, vous savez qu'il y a un président qui arrive bientôt, vous le connaissez déjà. Voilà, donc, vous ne serez pas dépaysé. Vous avez même été, à un moment, opposé à François Fillon au deuxième tour des élections législatives avec un score tout à fait respectable. Alors, peut-être pour terminer, vous éloignons, ou plutôt sans vraiment vous éloigner, mais peut-être en vous mettant un peu plus en marge des salons parisiens, vous avez parcouru la France à pied, comme tu le disais Frédéric, la traversant à 2 reprises, 2000 km à chaque fois. Rien que cela, eh bien, c'est également un exploit physique au-delà des exploits intellectuels. Donc,
En fait, vous êtes un homme d'exception dans tous les sens du terme, et vous êtes aujourd'hui à La Réunion, donc on est très heureux de vous accueillir aussi en tant que président, nouveau président de la Ligue contre le cancer, avec une approche que je trouve vraiment intéressante et optimiste, axée vers le traitement, mais aussi la prévention, déclarant, et ça c'est vraiment très positif et intéressant, nous devons œuvrer pour que le maximum de jeunes atteignent l'âge de 100 ans, l'âge des 100 ans, sans cancer. Donc c'est une approche très positive et qui donne envie d'aider cette association. Alors professeur, monsieur Axel Kahn, monsieur avec un grand thème, eh bien nous sommes très honorés de vous accueillir au Grand Forum. Bonsoir à tous. Alors, je suis le seul à ne pas avoir de notes et vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a quelques jours, je suis allé voir l'équipe de com de SFR et je leur ai dit, bon, les filles, les petits pois lisses et les petits pois ridés, je maîtrise. Humanisme et progrès, je suis allé voir le dernier film de Will Smith, The Minimal, et il y a un clone qui ne sait plus où il en est parce qu'il comprend qu'il a été créé comme un outil humain et une société qui a mis l'humanisme complètement en arrière-plan et qui fait du profit son seul leitmotiv de fonctionnement. Donc là, je suis complètement prêt à poser des questions intelligentes. Elles m'ont regardé, je les ai regardées, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, chef, parce que en fait, je suis un peu laxiste et j'accepte qu'on m'appelle pas chef vénéré tout le temps. Donc, chef, je crois que en fait, tu es le geek d'Hugo et il va falloir que toi, tu parles juste des outils techniques qui sont mis à disposition pendant la soirée. Donc, du coup, j'ai pas besoin de notes et je vais juste vous parler de deux choses. Vous pouvez poser vos questions pendant toute la soirée à travers un numéro de téléphone qui est en plus marqué derrière, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas besoin de notes. C'est le 06 92 565 579. Vous posez vos questions, elles seront enregistrées, elles seront diffusées en direct sur un live wall, sur lesquels on pourra à la fin récupérer ces questions-là pour en poser un certain nombre en direct au professeur. Et puis également pour les plus geeks d'entre vous, il y a un fil Twitter, #GrandForum 2019, pour ceux qui en plus voudraient communiquer sur qui pose la question, puisque vous aurez votre petite photo qui s'affichera aussi sur la question. Et donc, vous pourrez avoir pendant toute la soirée la possibilité de poser vos questions, qui seront répondues soit en direct par le professeur, soit en fin de session pour certaines questions. Voilà, bonne soirée à tous, en tout cas. Cher Axel Kahn, il me revient de vous lancer. Donc c'est évident qu'en retenant comme thème de votre intervention humanisme et progrès, en réalité, c'est le mouvement des Lumières et la modernité occidentale que vous questionnez. Car l'humanisme et le progrès sont bien évidemment les deux grands piliers du mouvement des Lumières. Alors pour faire simple, l'humanisme c'est quoi? C'est un mouvement philosophique qui a placé l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Alors qu'est-ce que l'homme avait de si remarquable et de si singulier qu'on puisse prétendre fonder sur lui toute la philosophie et avec elle toute la morale, ce qui paraissait complètement aberrant pour les Grecs qui les avaient fondés sur la nature, ou pour les chrétiens qui les avaient fondés sur Dieu. Eh bien, les penseurs, notamment les penseurs italiens du XIVe, XVe siècle, ont considéré que ce qui faisait de l'homme un être si remarquable, c'est qu'il était placé hors de la nature. Non pas entre Dieu et l'animal, mais hors de la nature. Et cette place hors de la nature lui confère une qualité bien particulière. Cette qualité, c'est la liberté. Notamment la liberté de forger les concepts de bien et de mal, et d'être capable de choisir entre eux. Et donc c'est ce qui a fait de l'homme à la fois un être moral et un être historique, capable d'inventer lui-même son futur, de participer à l'histoire humaine et donc au progrès. Alors le progrès. L'idée de progrès, elle est centrée sur une conception linéaire du temps, héritée du prophétisme juif, puis développée par le christianisme. En fait, elle s'appuie sur l'idée que l'histoire a un sens. Et au XVIIe siècle, c'est Descartes qui va formaliser l'idée de progrès en l'assimilant à la capacité des hommes, d'une part de comprendre la nature, mais également de dominer et de transformer la nature. C'est devenu le territoire de la science qui elle-même va devenir l'outil emblématique de la modernité. Et puis au début du XIXe, Hegel va formuler le concept de philosophie de l'histoire. Et on peut dire presque que la boucle est bouclée,
que le progrès est quasiment devenu une idéologie, il est devenu humaniste, séculier, laïque, moderne et occidental. Et effectivement, ce progrès, à travers lui, les Lumières vont apporter à l'espèce humaine des améliorations incomparables en termes de conditions de vie. Elles vont permettre de vaincre pratiquement tous les grands maux qui avaient jalonné l'histoire de l'humanité depuis son origine. Les famines à répétition, les épidémies chroniques, les guerres perpétuelles et la pauvreté endémique. Pas un seul domaine n'a échappé à ce mouvement. Et pourtant, bien peu d'entre nous ce soir croient encore que le progrès est un mouvement perpétuel d'amélioration continue et que l'histoire est orientée vers un accroissement infini et irrésistible du bonheur humain. C'est qu'entre-temps, le XXe siècle est passé par là et qu'il a fait des dégâts considérables. Dans sa première moitié, la guerre de 14, puis le communisme, puis le nazisme, puis Hiroshima, ont contribué à fortement éroder les grandes valeurs que pouvait représenter justement le progrès de l'histoire, l'égalité, la volonté agissante de l'homme, et puis enfin la science et la démocratie. Et je crois que plus près de nous, si on prend les 40 années qui viennent de s'écouler, en gros depuis les années 80, ça n'a fait qu'enfoncer le clou. Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, crise sanitaire, catastrophe nucléaire, accidents chimiques. C'est vrai que l'image du progrès et de la science ont été quelque peu ternies. Et dans le même temps où le progrès devenait de moins en moins attractif, le concept d'humanisme se trouvait de son côté petit à petit dilué au fur et à mesure que le contour du statut de l'homme devenait de plus en plus précaire. Les progrès de la génétique et de l'éthologie ont notamment contribué à faire que la limite entre l'homme et l'animal nous apparaisse moins nette qu'elle n'était au départ. On est passé d'une idée de barrière, en gros, fondée sur une différence de nature, peu à peu à une idée de seuil, plutôt fondée sur une différence de degré. Et puis au cours des dernières décennies, la vision classique de l'homme a été fortement remise en question. Tantôt, l'homme s'est trouvé diminué, réduit, parfois à ses gènes, parfois à ses neurones, et tantôt il s'est trouvé augmenté, avec notamment le transhumanisme. Et puis aujourd'hui, on parle même de post-humanisme, comme si le progrès, l'accroissement simultané des connaissances dans le domaine à la fois de la génétique, de la robotique et puis maintenant de l'intelligence artificielle venait faire en sorte que le concept même d'homme et d'humanité n'était plus tout à fait pertinent. Alors par rapport à ça, c'est vrai que la tentation de certains est de retourner vers le passé, de se raccrocher aux traditions qui pendant des siècles ont constitué le ciment de la collectivité, et pour autant il nous paraîtrait complètement fou, complètement inconcevable de rayer d'un trait de plume les avancées de la modernité et des Lumières, tellement elles ont été considérables. On peut dire qu'à travers l'humanisme et le progrès, les Lumières ont forgé un modèle qui, en gros, se résume, s'organise autour de 4 grandes valeurs qui nous sont présentées comme indépassables: la science, le marché, la démocratie, les droits de l'homme. Et pourtant, c'est vrai qu'avec 3 siècles d'expérience et de recul, force est de reconnaître que peu à peu, la science a été subvertie par la technique, que la technoscience elle-même a été peu à peu asservie par le marché, que le marché, c'est finalement pas obligatoirement synonyme de démocratie. La démocratie, c'est un homme, une voix. Le marché, c'est $1, une voix. Que la démocratie elle-même comportait des limites, notamment quand elle devient illibérale, comme on le constate dans plusieurs pays d'Europe aujourd'hui et puis bien au-delà de l'Europe. Et qu'enfin, les droits de l'homme eux-mêmes étaient de plus en plus rejetés par un grand nombre de pays du Sud qui voyaient un outil idéologique au service de la domination occidentale. Alors, la grande question aujourd'hui, ça devient comment renouer le fil. Parce que c'est vrai qu'il y a à peu près un siècle, quelque chose a commencé à se dérégler, à dérailler dans l'avancée du beau projet des Lumières. Toute la question est là. En fait, sommes-nous confrontés à un simple dérapage qui pourrait être corrigé sans remettre en cause les fondements du modèle,
Ou bien est-ce que les Lumières, dès leur origine, contenaient, dès le XVIIe, contenaient un bug, un vice caché, qui au bout du compte ne se serait révélé qu'au bout de 3 siècles? En gros, peut-on refonder le modèle sur des bases légèrement différentes, mais qui en conserveraient la logique d'ensemble? Ou alors sinon, faut-il chercher une nouvelle voie et fonder sur quelle valeur? Devrions-nous encore conserver l'humanisme, même un humanisme réactualisé, comme pierre angulaire du nouveau modèle? Ou alors est-ce qu'après la nature, après Dieu, après l'homme, le temps est-il venu de nous pencher vers une nouvelle valeur pour forger notre vision du monde et de l'avenir? C'est sur toutes ces questions, cher Axel Kahn, que nous attendons avec impatience votre éclairage, et en quelque sorte, nous vous repassons le flambeau là où l'avait laissé l'année dernière Michel Mattesoli, qui, comme vous le disiez tout à l'heure à table de midi, était un grand critique des Lumières. Et toute la question, c'est la question du legs, de l'héritage et du droit d'inventaire de Lumière. Et là-dessus, on attend vos Lumières. Merci beaucoup pour ces présentations éclairées et éclairantes. Mesdames et messieurs, je vais bien entendu relever le défi, ressaisir au bon la balle que mon ami Michel Maffezoli avait lancée. Tout est-il à jeter dans l'héritage des Lumières? Tout est-il à jeter dans l'idée de progrès? Tout est-il à jeter dans l'humanisme? Et si oui, par quoi les remplacer? Mais convient-il de les remplacer par quoi que ce soit? Ou alors faut-il considérer que rien que l'idée de les remplacer par quoi que ce soit est une illusion, ce qui est un peu le sentiment en réalité de Michel Maffezoli. En effet, il y a une déception. En effet, il y a une malfaçon, un dysfonctionnement. Quel décalage entre ce monde dont je rappelais tout à l'heure en conférence de presse que sa grande caractéristique, semble-t-il, est qu'il se défait. Qu'il se défait à Barcelone, à Paris, à Toulouse, à La Réunion, à Mayotte, à Hong Kong, à Beyrouth, à Santiago du Chili, à Valparaiso, à Londres, en réalité pratiquement dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, on est confronté à l'un de ces épisodes dont on a connu déjà des ensembles un peu similaires, où ce qui domine dans le monde entier, sur tous les continents, c'est la manifestation d'un profond sentiment d'insatisfaction. Et si l'on est insatisfait, cela veut dire que la promesse d'un progrès qui, tendanciellement, devait apporter plus de chances d'épanouissement, plus de conditions de bonheur, n'a pas été tenue. On a encore en tête, pour ce qui est des plus mémorables chantres du progrès, certains épisodes, certaines citations. La socialiste communarde, institutrice Louise Michel. Son compagnon communard a été tué pendant la semaine sanglante à Paris et elle est devant le tribunal qui va l'envoyer au bagne.
chez vous, Rosine, je crois, à Cayenne. Et très fièrement, elle fait face à ses juges. Et elle leur dit que tout cela, c'est l'écume des choses, ce sont des péripéties. Car tendanciellement, le peuple va se saisir de la connaissance, du savoir. Il aura ainsi les clés ou bien les masses pour se désenchaîner ou briser ses chaînes. Et alors, ainsi doté, il pourra saisir à bras le corps l'avenir. Et déjà, elle pense à des lendemains qui chantent. Mais le grand Victor Hugo, il pense aussi, quand il vante le progrès, comme le pas collectif du genre humain. Certain qu'il est que chaque fois que l'on crée une école, on ferme une prison. Ce progrès, même Jean-Paul Sartre est encore sensible. C'est une notion d'une évolution continue vers un terme idéal. Tous les Saint-Simoniens nous le vantent en nous disant que ce progrès, il est dans l'avenir, un âge d'or que n'ont point connu nos ancêtres, n'ayant connu que l'âge de feu, de fer et de violence. C'est au nom de ce progrès, en réalité, que toutes les sociétés que nous connaissons ont été bâties, et nous le reviendrons quand je donnerai quelques précisions historiques sur la stratification de l'idée de progrès. Je pensais à cela également, il y a maintenant peut-être 30 ans, 35 ans. J'étais invité par ce qui était encore l'Académie des sciences de l'Union soviétique, quelques années après sa chute, les dernières années de Gorbatchev. J'étais à Kiev, sur les collines qui dominent le Dniepr, et là, j'avais visité les monastères troglodytes, orthodoxes, extrêmement impressionnants, et puis était monté sur le haut du plateau, où il y avait un de ces monuments typiques de l'Union soviétique, qui présentait le fier couple communiste. Le travailleur avec ses outils, la faucille, le marteau, qui regardait d'un air fier et conquérant l'avenir qu'il allait forger à l'aide de ses outils. Et la femme altière, qui elle aussi, le visage levé, les yeux brillants, regardait sur cet avenir où le communisme ayant triomphé, le malheur aurait trépassé. Et je me disais, à l'époque déjà, il y a longtemps, que contemple ce couple de pierre? Que contemple-t-il? La mer d'Aral, desséchée, presque asséchée, la pollution galopante, l'alcoolisme terrible, la diminution de l'espérance de vie au fin de l'Union soviétique et au début de la Russie, qui atteignait celle de pays en voie de développement, des séquelles d'accidents nucléaires, ça et là. Et en dehors de l'Union soviétique, c'était pas tellement mieux. Plus à l'est, c'est à peu près à cette période qu'un épisode avait noté ce qu'était le sort de ces milliers de personnes qui ne vivaient à Manille que de ces immenses tas d'immondices, d'ordures, à ciel ouvert, et qui les prospectaient, qui campaient dessus. Des pluies de moussons, un glissement de terrain de ces ordures, des centaines de morts ensevelis. Et tout était à l'avenant. Et alors là, aussi bien la présentation qu'a fait le dirigeant de Tereos que
ces souvenirs que j'ai, cette évocation amène à poser directement la question, mais cette idée était si belle. Pourquoi n'a-t-elle pas totalement fonctionné? Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui lui manquait? Et en effet, comme vous en avez posé la question, l'idée peut-elle être reconsidérée? Son optimisme peut-il être refondé? Cette entrée en matière faite, remontons maintenant à l'origine de l'idée de progrès. Le progrès dont je parle est celui dont parle Victor Hugo, dont parle Louise Michel. C'est l'idée d'une somme heureuse en résonance du progrès des connaissances, du progrès des techniques, du progrès économique, qui vont s'amplifier les uns les autres pour garantir un progrès humain, c'est-à-dire, tendanciellement, une amélioration des chances pour l'homme de parvenir à son plein épanouissement. Sinon le bonheur, à part Saint-Just qui promettait à la tribune de la Convention le bonheur, une idée neuve pour l'Europe, la plupart des hommes de progrès n'ont pas vraiment dit que c'était la certitude du bonheur, c'est un élément individuel, mais certainement des conditions d'être heureux, des conditions permettant, compte tenu de l'environnement, des conditions de vie, de soins, des conditions de bâtir sa vie et de la bâtir heureuse. Il y a plusieurs éléments constitutifs de ce bonheur-là, de ce progrès-là. Tout d'abord, il y a la science. La science est tout à fait indissociable de cette notion du progrès. Je le différencie, par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, du progrès de saint Paul, qui est le progrès de l'âme humaine, le progrès des chrétiens. L'homme peut progressivement et continuellement progresser dans l'imitation de Jésus. Ce n'est pas exactement ce dont il s'agit. Ce progrès-là, c'est l'utilisation de la science comme un des outils d'accession au bonheur. La science n'est pas si vieille que ça. Et il faut bien considérer que pendant des centaines de milliers d'années, l'humanité a beaucoup progressé, alors que la science n'existait pas du tout. Quand vous regardez l'évolution des techniques, des outils en pierre taillée, l'industrie lithique, elle progresse naturellement entre les premiers galets taillés grossièrement il y a 2 millions d'années et les très beaux outils en pierre polie, les immenses lames de l'industrie du Grand Pressigny, les lames de silex d'un seul tenant qui vont jusqu'à 70 cm, dextérité absolument extraordinaire. Mais autant qu'on le sache, la science elle-même, cet effort intellectuel et rationnel pour parvenir à une compréhension des lois de la nature, n'existe pas. Et donc on progresse par essai, sélection de ce qui marche et élimination de ce qui ne marche pas. La science est facteur de connaissance, mais la connaissance a précédé de loin la science. Le deuxième élément indispensable au progrès, c'est le discours, justement, sur ce qu'apporte la méthode scientifique. Et ça, c'est les Grecs qui l'ont apporté. C'est ce qu'on appelle le logos grec. La logique, c'est les Grecs qui inventent les symboles du syllogisme, du paralogisme, du sophisme. C'est-à-dire la méthode rationnelle de penser. La science elle-même, on en a le premier signe datant d'il y a 5000 ans environ, où dans l'ancienne Irak, les anciennes cités d'Uruk, d'Ur, en Mésopotamie, on trouve en écriture pré-cunéiforme des tablettes d'argile sur lesquelles il y a sans doute posé aux écoliers de l'époque des
problème de l'ordre de la résolution d'équations du premier degré à deux inconnus. Ce qui évidemment indique que la pensée rationnelle existe. Donc la science, les Grecs, qui est l'introduction de la science dans la construction de la méthode logique, de la logique. Mais le progrès dont je vous ai parlé n'existe pas. Il n'existe pas tout simplement parce que pour les Grecs, il est inimaginable d'imaginer, de penser que l'on peut parvenir à surpasser le genre de vie, le mode de vie et le mode de pensée grec. Il est indépassable. Il est tellement indépassable que les Grecs appellent barbares tous ceux qui ne parlent pas grec. Et donc le progrès indique en effet la possibilité d'un dépassement, une amélioration continue, et les Grecs en sont pas capables. Le progrès des pensées, le progrès des arts, le progrès des techniques, le progrès de l'écriture continue pendant toute la période, on va dire, de la scolastique. Les grands maîtres de l'Antiquité, gréco-latine, Aristote, en médecine, Galien, et puis toute la scolastique jusqu'à saint Thomas. Mais il n'est pas question du tout non plus de progresser. Il est question simplement de retrouver, de rester dans la connaissance de la technique, des savoirs totalement indépassables des grands maîtres de l'Antiquité. La Renaissance, aussi bien la Renaissance islamo-andalouse que la Renaissance, en fait, européenne, n'invente pas de progrès, à proprement parler. Comme le nom l'indique, la Renaissance a elle aussi comme but de retrouver cette épiphanie de l'esprit humain que fut l'Antiquité gréco-latine. Ce qui n'est pas véritablement... C'est un progresser que retourner à un temps antérieur, meilleur, certes, mais ça n'est pas aller vers l'avenir. Non, le progrès, il naît vraiment au XVIIe siècle, où tout se forge. À la fois le progrès, l'invention de la pensée libérale, qui est complètement consubstantielle de l'invention européenne du progrès, et un début de bouleversement du monde, profond, entre les pays qui vont adopter la logique du progrès et les pays qui ne vont pas l'adopter. Pour résumer ce qu'est ce progrès, je vais vous proposer 3 citations, dont une a déjà été évoquée. Tout d'abord, au tout début, dans la première décennie du XVIIe siècle, le scientifique, homme politique, philosophe britannique, Francis Bacon, pour la première fois énonce ce qui est pour nous une totale évidence, le savoir est pouvoir. Pour nous, on sait bien que les sachants ont un pouvoir extraordinaire. Le savoir est pouvoir. Mais auparavant, tel n'était pas le cas. Pour, par exemple, la Renaissance islamo-andalouse, qui a été absolument brillante, remarquable, le savoir est un moyen de s'approcher de la magnificence de Dieu, d'admirer son œuvre, certainement pas de le défier, bien entendu. Descartes, en effet, que vous avez cité, quelques années après, et on pourrait le mettre à la suite du savoir et pouvoir, rajoute, pour l'homme, de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Je vois un peu. Le savoir et pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et quelques décennies après encore, le philosophe mathématicien Blaise Pascal complète. Le savoir et pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, toute la suite des hommes est comme un seul homme qui apprend toujours et qui vit continuellement. Si on met ces 3 citations ensemble, qu'en déduit-on? On en déduit que l'homme sera de plus en plus savant,
Tout simplement parce que les mains d'aujourd'hui, juchées sur les épaules des géants qui nous ont précédés, iront de toute façon plus loin qu'eux. Or, puisque le savoir est pouvoir, il sera de plus en plus puissant. Or, cette puissance est celle de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Voilà. Le progrès est né. Grâce à la connaissance, l'homme sera de plus en plus puissant, il aura de plus en plus la capacité de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le progrès est né, mais pas le progressisme. Le progressisme naît au siècle des Lumières. Ce siècle de l'introduction de la valeur individuelle au centre des efforts. Ce siècle qui se caractérise par cette fière déclaration de Saint-Just. La liberté, une idée neuve pour l'Europe. Le XIXe siècle utilise une des figures de la logique grecque dont je vous ai parlé, qui est le sophisme. L'homme des Lumières, amoureux du savoir, considère que c'est un moyen pour l'homme de se libérer. Et il raisonne que le savoir est évidemment préférable à l'ignorance. La lumière du savoir à l'obscurité de l'ignorance. Or, puisque le savoir qui est meilleur que l'ignorance induit un pouvoir de se rendre comme maître et possesseur de la nature, cette maîtrise et cette possession de la nature sont forcément bonnes pour l'homme. Et c'est le XVIIIe siècle qui a introduit l'optimisme qui transforme l'idée de progrès en progressisme et qui nous amène à ce dont Michel Maffezoli faisait par conséquent, il y a un an de cela, le procès. Le moment à partir duquel le progrès devient le raisonnement de référence est celui de l'expansion économique. La théorie économique, qui a commencé à manier l'idée de progrès du temps des jésuites, dans la suite des crises que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb a introduit, l'inondation de l'Europe par l'or, l'inflation qui a persisté, cette économie devient celle qui est permise par le progrès. Le progrès des sciences et des techniques va être utilisé pour améliorer les savoirs, créer de nouveaux biens qui vont être un élément de breakthrough, de rupture économique permettant de conquérir des parts de marché. Ces parts de marché, cet argent va permettre de réinvestir dans la science, la technique, etc. Ça, c'est toute la logique de ce qui va devenir alors le modèle de la société occidentale, de la société européenne, qui est la société libérale du progrès. C'est celle qui est en accusation aujourd'hui. La société libérale du progrès. Mais, d'un point de vue purement création de moyens, de richesses, de techniques, d'armes, elle est évidemment incroyablement puissante, cette théorie. Puisqu'il n'y a pas de doute qu'on peut transformer le savoir en technique, qu'on peut transformer les techniques en biens, qu'on peut transformer les biens en richesses, et que tout ça, ça peut être réinvesti pour accroître la puissance. Et donc, à partir de ce moment-là, le monde va se diviser en ceux qui suivent la logique du progrès, l'Europe, bientôt l'Amérique, à partir du XIXe siècle, le Japon, et tous les autres pays, y compris la Divine Porte, l'Empire ottoman, qui lui reste en arrière, et donc le déclin commence. Et c'est le début de la domination totale du monde par ceux qui sont devenus les plus puissants. L'histoire du XIXe, du XXe siècle sera celle de l'adhésion à ce système progressivement de la Chine, et nous voyons ce que cela a donné, de Singapour, de la Corée, et de très nombreux pays. Et donc il s'agit d'un événement qui, au départ,
est un événement de l'ordre de la pensée, mais c'est un événement historique totalement considérable, sans lequel on ne comprend pas l'histoire des derniers siècles, le progrès, la construction de la société libérale. En effet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, mon foi, avec des hauts et des bas, il y a eu des périodes très difficiles, la période révolutionnaire n'a pas laissé que des grands souvenirs, a laissé beaucoup de sang, beaucoup de violence. La période napoléonienne, l'épopée napoléonienne a été une vie tragique pour la France, mais globalement, on pouvait considérer effectivement que la science et la technique apportaient quand même un bienfait pour l'humanité, parce que c'est la période tout de même du pasteurisme, des premières vaccinations, des progrès de l'anesthésie, de la chirurgie, c'est le progrès, les premières machines à vapeur, puis les inventions des aéronefs, etc., etc. Mais je le rappelle, de ce point de vue-là, le XXe siècle est celui sur la réalité duquel cette satisfaction, ce bien-être, cette certitude d'une évolution vers une amélioration des conditions d'accession au bonheur humain s'est brisée. Car, comme vous l'avez dit, le XXe siècle, c'est assez prodigieux. Prodigieux. Le XXIe continue de l'être. Le siècle, il ne faut pas l'oublier, où aujourd'hui, à la naissance, l'espérance de vie des femmes atteint 83 ans, l'espérance de vie des hommes va bientôt atteindre 80 ans. Bientôt, à la naissance, les femmes et les hommes seront nombreux à pouvoir atteindre 100 ans. Il y a encore 100 ans, à l'âge que j'ai aujourd'hui, alors que je trotte et que je n'ai renoncé à rien, la plupart des personnes qui n'étaient pas encore morts étaient dans leur fauteuil avec un bonnet de laine sur la tête, du coton dans les oreilles, en attendant que ça vienne. Donc ça n'est pas qu'une augmentation de la longévité, c'est une augmentation de la vie en bonne santé, en pleine énergie. Jusqu'à encore Louis Pasteur, la majorité des enfants qui naissaient mouraient. On se rappelle que sur... il a dû en faire 15 à 17 enfants de Louis XIV. Il y en a un ou deux qui ont survécu simplement. Sur les 5 enfants de Louis Pasteur, il y en a 2 qui ont survécu. Donc c'était l'habitude. Et puis on arrive aujourd'hui à ce que vous connaissez. Un progrès considérable. Normalement, qui aurait dû être totalement considérable, et s'il ne l'est pas, c'est pour d'autres raisons. Dans la manière féminine d'être humain, c'est la maîtrise par les femmes de leur fécondité. Un progrès absolument inouï. Il y a encore 100 ans, quand on essaie petit, chétif, faible, eh bien, on avait beaucoup moins de chances de s'en tirer dans la vie qu'un gros balèze. Il n'y a pas de doute. Ben, aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Il y a 100 ans, lorsque la Ligue contre le cancer sans un a été créée, pour l'essentiel, les cancers étaient considérés comme incurables. On avait commencé depuis 1902 à faire des rayons, très tôt, lorsqu'on a maîtrisé la röntgen-thérapie, puis la curithérapie. On opérait, l'anesthésie permettait d'opérer mieux, mais pour l'essentiel, quand même, c'était presque toujours mortel. Je donnais l'exemple du cancer des enfants, encore dans les années 50, emportait 85% ou 90% des enfants cancéreux. Aujourd'hui, on a guéri 83%. Et donc, le XXe siècle, c'est ça. C'est-à-dire, avec la conquête de la Lune, avec les engins robotisés qui vont sur Mars, avec l'intelligence artificielle, j'y reviendrai, c'est une année, c'est un siècle qui a confirmé toutes les promesses du progrès. Toutes les promesses. Oui,
la mobilisation des connaissances au service des techniques et de l'économie va être prodigieuse. Mais le XXe siècle sont deux guerres mondiales très mécanisées qui utilisent tous les moyens du progrès. C'est 3 génocides. Les Arméniens, les Juifs et les Tziganes, les peuples du Burundi, un million et quelques morts, sans utiliser beaucoup de moyens du progrès, à la machette pour l'essentiel. C'est la pollution, c'est le plastique qui étouffe la terre, c'est le réchauffement climatique. Et surtout, c'est un moment où quelque chose s'est produit que l'on peut considérer comme totalement inéluctable, normal, mais qui, quand on y réfléchit, ne pouvait que bouleverser les amoureux du progrès, les progressistes, comme on disait. Pour les progressistes, aussi bien les progressistes socialistes que les progressistes libéraux, les uns et les autres chantres du progrès. Le progrès, tendanciellement, allait permettre une libération de l'homme. Et donc, allait permettre, pas toujours aussi vite qu'on le désirait, mais d'augmenter un peu ses conditions de vie, diminuer son temps de travail. Ça a été le cas. Au XXe siècle, ça a été le cas. Disparition du travail des enfants, les lois sociales, la retraite, la sécurité sociale, etc., etc. Et puis est venu le moment où on s'est mis à dire aux personnes, vous savez, tout ce que vous avez acquis grâce au progrès, là, aujourd'hui, ça n'est plus compatible avec la réalité de l'économie. Et donc, il faudrait que vous acceptiez de le rabattre un peu. Ce qui pouvait être extrêmement logique, extrêmement rationnel et qui est bouleversant. Car c'est une totale négation de l'idéal du pouvoir. L'idéal selon lequel la maîtrise de tout cela devait permettre tendanciellement une amélioration permanente du sort de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui a loupé dans cette affaire? Quel a été le bug? En réalité, le bug, et la possibilité d'un bug, a été perçu très tôt. Pour que l'homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant, il l'est, il n'y a aucun doute, ça c'est vrai. Les techniques peuvent être mobilisées pour l'économie et la science aide à développer les techniques, incontestable. Et l'homme est de plus en plus puissant, incontestable. Mais comment être sûr que l'homme de plus en plus puissant le sera au bénéfice de l'homme? Quel est le mécanisme qui rend compte qu'un homme de plus en plus puissant sera un homme de plus en plus attentif à la valeur des autres? Qu'est-ce qui l'explique? Dès le XVIIIe siècle, les penseurs se sont posé la question. Et différents types de solutions ont été apportées. Pour Voltaire, comme pour, par exemple, des mouvements maçonniques aujourd'hui, c'est le grand horloger de l'univers qui l'expliquait. L'univers était mu par un grand horloger, le grand architecte de l'univers. Et il était dans ses dessins que l'homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant utilisa ses techniques et sa puissance à son profit. Mais évidemment, et de plus en plus, un nombre croissant de femmes et d'hommes ont cessé de faire l'hypothèse d'un grand architecte de l'univers. Les hommes de 89, quand ils fêtaient le culte de l'être suprême au Champ de Mars, croyaient également que ce bonheur, une idée neuve pour l'Europe, était une garantie de l'être suprême. Condorcet, lui,
qui n'était pas croyant. Et donc, il fallait... Mais il était éminemment progressiste. Et Condorcet nous explique la raison pour laquelle l'homme de plus en plus savant, de plus en plus puissant, va être une garantie d'une amélioration tendancielle des conditions d'accession de l'humanité au bonheur, c'est que les hommes qui naissent les uns après les autres vont être confrontés au corpus des connaissances de toute la suite des hommes qui, depuis le cours de tant de siècles, apprend toujours et vit continuellement. Et au contact de ce corpus perpétuellement croissant, il va modifier sa valeur morale. Et donc, l'homme de plus en plus puissant sera un homme de plus en plus sage, et de ce fait, une sagesse croissante qui peut utiliser une puissance qui l'est également, sont des garanties d'un avenir radieux pour l'humanité. Mais Condorcet a-t-il raison? Essayons de faire le test. Ça n'est pas sûr. Et même, il est sûr qu'il a tort. En effet, dans l'ordre de la connaissance scientifique et technique, imaginons que l'on parle de biotechnologie. Voilà, j'ai travaillé, je continue de réfléchir en tant que président du comité d'éthique de l'INRA, Ifremer, etc. Aux biotechnologies. Si j'écris une histoire des biotechnologies, aucune référence à des données, à des articles qui ont plus de 50 ans ne sera pertinente, ça n'a aucune importance, peut-être 100 ans. De la même manière, si je parle des fusées, bon, je parlerai des élucubrations éventuellement de Rostand dans Cyrano de Bergerac sur la manière d'aller sur la Lune, mais simplement pour faire sourire. Et mes références seront récentes. La génétique, évidemment, je ne pourrais pas en parler avant qu'on ait découvert que l'ADN était le support de l'hérédité, et ça on l'a découvert très tard. On l'a découvert entre 1944 et 1953. Donc, dans l'ordre de l'accroissement des connaissances techniques, scientifiques et techniques, l'évolution est tellement rapide que tout ce qui a été proposé il y a très longtemps devient insignifiant. En revanche, je vais vous parler d'autres sujets extrêmement intéressants. Je vais vous parler de la sagesse, de l'amour, de la haine, de la beauté. Certes, ce qu'en dit Jean-Paul Sartre est intéressant. Ce qu'en dit Paul Ricoeur ou Peter Sloterdijk est très intéressant. Mais évidemment, vous avez cité Hegel, la vision de Hegel était intéressante, celle de Kant ne l'était pas moins. Et puis au IIIe siècle, Plotin a écrit des lignes extrêmement pertinentes. Et ma foi, Aristote aussi. Et Socrate aussi. Et d'après Socrate, Platon a émis des idées intéressantes. Et Héraclite n'a pas dit que des sottises de cet ordre-là. C'est-à-dire d'être confronté avec deux ordres de savoir, d'aptitude humaine. L'une de l'ordre scientifique et technique, qui évolue tellement rapidement que rien de ce qui est très ancien n'est plus significatif. Et l'autre, de l'ordre de la sagesse, de l'ordre de tout ce qui va permettre d'être assuré d'un bon usage de la puissance et de la technique, qui évolue tellement rarement et tellement lentement que ce que l'on a dit il y a plus de 2 millénaires de cela, près de 3 millénaires de cela, conserve une valeur extrêmement importante. Par conséquent, expérience faite, non, c'est faux. L'homme de plus en plus savant n'est pas un homme de plus en plus sage. Et par conséquent, en réalité, il n'y a aucune raison pour que, selon
sa mécanique interne. Le progrès justifie l'optimisme et le progressisme. Il n'y a aucune raison. Voire même, par certains aspects, le progrès comporte le risque d'aggraver des situations. D'après la logique même du progrès, le plus savant devient le plus technique, qui devient le plus riche, qui investit dans la recherche, il est de plus en plus savant. Donc entre un pays qui comporte 100 ingénieurs et chercheurs et un pays qui, pour le même nombre d'habitants, en contient un, le premier va se développer beaucoup plus rapidement que l'autre et l'écart entre les deux va augmenter. Le progrès, par ses logiques propres, est un extraordinaire facteur d'accroissement des inégalités. Extraordinaire facteur d'accroissement des inégalités. Alors, est-ce désespéré? Est-ce désespérant? La réponse est non. Ça ne l'est pas, à une condition, c'est que l'on y rajoute le premier terme du titre de cette conférence, qui est le terme de l'humanisme. L'humanisme, je vais le définir comme le sentiment que l'humain, l'homme, a droit à un respect particulier en tant qu'il est humain. Au-delà de la définition de l'humanisme antique et de l'humanisme de la Renaissance, qui voulait retrouver d'ailleurs les racines de l'humanisme antique. L'humanisme est la considération d'une valeur particulière et du respect qui est lié à l'autre. C'est une certaine forme de valorisation de l'altérité humaine. Pour moi, cet humanisme-là, la capacité à penser l'humanisme, est inhérente à l'émergence des femmes et des hommes dotés de leurs capacités intellectuelles. En effet, pour que nous ayons le type de rapport que nous avons dans cette salle de conférence, moi qui vous fais une conférence et vous qui m'écoutez, qui vous demandez ce que je raconte bien, qui m'approuvez, me critiquez, ou bien vous promettez de poser une question. Il y a deux conditions. La première, c'est que nous ayons, vous et moi, hérité d'un génome humain. Si on avait hérité d'un génome de chimpanzé ou de orang-outan, on aurait des rapports de orang-outan, de chimpanzé. Mais ça ne suffit pas, et tout l'exemple des enfants sauvages le démontre. Si un enfant qui a hérité d'un génome humain d'une femme et d'un homme se trouve sans aucun contact humain pendant des années, toute son enfance, simplement maintenu en survie par des animaux, ça s'est trouvé, il y a de vrais exemples. C'est le mythe, je sais bien, du livre de la jungle, Tarzan, mais ça sont des mythes d'ailleurs totalement irréalistes. Mais ils sont nés trouvés, les petites filles du Bengale, Victor de l'Ardèche, par exemple. Alors, ils ont un retard mental irréversible qui est lié au fait que pour être humain, il faut être humanisé par un autre. Et si vous considérez que l'humain ne peut pas se conjuguer au singulier, qui se conjugue forcément au pluriel, cela veut dire que deux humains, ou des humains, qui sont amenés à savoir qu'ils se sont institués dans leur humanité que parce que les autres, dans le contact avec l'autre, le leur a permis, en sont amenés à penser ce que j'appelle la réciprocité. Grâce à mon contact avec l'autre, grâce au fait que j'ai été élevé dans une famille humaine, eh bien, je suis doté de mes capacités intellectuelles. Les potentialités en étaient connues par mes gènes, mais ça n'était que des potentialités tant qu'elles ne se sont pas épanouies dans l'enrichissement d'un échange au sein d'une communauté humaine. Alors cet autre, il est justifié à se revendiquer des valeurs dont je me revendique moi-même. Grâce à l'autre, je pense à mon autonomie, à ma liberté, je dois penser l'autonomie et la liberté de l'autre. Grâce à l'autre, j'arrive à théoriser le fait que quand je suis en danger, j'aimerais que l'on m'apporte un secours, je me devrais de porter secours à l'autre. Principe d'autonomie, principe de bienveillance. Je n'aimerais pas que l'autre me fît du mal, je n'ai pas à lui faire du mal, le principe de non-malveillance. S'il y a vraiment une réciprocité entre lui et moi, comment expliquer que lui est tout et que moi je n'ai rien? Principe de justice.
s'il n'y avait pas cette aptitude de l'humain à penser la valeur de l'autre, simplement l'humanité n'aurait pas émergé. Et donc cette capacité-là est totalement universelle. C'est ça qui permet d'ailleurs des dialogues éthiques, quelles que soient les cultures, les religions et les références. Il y a vraiment une base universelle, ontologique, c'est-à-dire à l'origine, question des origines, de la pensée morale fondant la valeur de l'autre. L'humanisme, profondément, c'est cela. Si l'on pense la valeur de l'autre, est-ce qu'il est concevable que l'on utilise la connaissance, la technique, l'aisance économique pour aider l'autre? Ben oui, je vais donner des exemples. La médecine, la vaccination, beaucoup de bienfaits, la maîtrise de la fertilité féminine, tout ce qui fait notre vie moderne. C'est vraiment une maîtrise au profit des autres. La lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer qui a fait ses progrès extraordinaires. Quand nous battons, la présidente Léopoldine et moi-même, contre la maladie au profit des personnes avec tous les bénévoles, nous comptons sur la technique. Et nous voulons que la technique soit utilisée pour les humains. Et donc, en soi, la technique, la connaissance, les moyens, on fait appel à la générosité. Il faut encore que les gens ils n'aient pas donné, autrement on ne récolterait pas grand-chose. Peuvent être utilisés au profit des gens. À une condition, voyez-vous. À une condition, c'est de le vouloir. La condition pour que le progrès soit réhabilité en tant que progrès est qu'il soit très clairement et explicitement un progrès humain. Et ça, il faut que ce soit explicite. Ça ne viendra pas naturellement. La grande erreur des progressistes du temps des Lumières et du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la grande erreur, c'est qu'ils ont pensé qu'il suffisait que se déploient les savoirs, les techniques et les richesses pour que, par un mécanisme dont j'ignore quels pouvaient être les ressorts, pour que tout cela profite à l'humain. Non, ça peut profiter à l'humain à une condition, c'est qu'on le veuille. Et qu'on le veuille explicitement. Que ce soit un projet. Autrement, nous le savons bien, avec les guerres, avec certaines techniques impudentes, ça peut parfaitement être une agression terrible contre l'humanité. En soi, il n'y a pas de valeur éthique et humaniste dans le progrès, si on ne l'y met pas. Pour que le progrès soit humaniste, il faut qu'on décide qu'il doit l'être. Ou alors qu'il n'est pas un progrès avec un grand P. Tel est l'élément. Et je vais l'illustrer par deux figures très marquantes. Les figures de Fritz Haber et de Clara Haber. Fritz Haber a été prix Nobel de chimie en 1918, et c'est un prix Nobel totalement justifié. C'est lui, grand chimiste, qui a trouvé le moyen de transformer l'azote de l'air en sel d'ammonium, qui va être utilisé comme l'un des engrais principaux permettant de multiplier par 3, 4 les rendements agricoles, alors même que les engrais naturels, les fumiers des fermes, et puis ensuite le guano que l'on allait chercher plus au sud qu'ici, dans les mers australes, que ce guano commençait à s'épuiser. Mais Fritz Haber a un autre titre de gloire. C'est lui aussi qui a inventé les gaz de combat. D'origine juive, mais converti au protestantisme. C'est un Prussien fier et patriote qui, pendant la guerre de 14-18, veut aider les armes de son pays. Il est chimiste et il conseille d'utiliser sur le front d'Ypres le gaz chlore. 1915.
on ouvre les bouteilles de gaz chlore, le vent souffle du côté des troupes franco-britanniques, les tirailleurs sénégalais sont au premier rang, les dégâts sont considérables, mais la démonstration n'est pas parfaite parce que le vent tourne et le chlore est ramené vers les troupes allemandes. Et donc il est nommé à ce moment-là chimiste en chef de l'armée allemande, et c'est lui qui invente en 1916 le phosgène et en 1917 l'hypérite. Et après le traité de Versailles, alors que l'Allemagne n'a plus le droit de fabriquer des armes, et de toute façon, a fortiori des armes chimiques, c'est lui qui va, ses équipes, qui vont procéder à la première synthèse de Zyklon B, ce gaz qui servira à gazer ces corps légionnaires par millions dans les camps allemands. Deux facettes de Fritz Haber, deux facettes du progrès. Le progrès humaniste, bienfaiteur de l'humanité, et le progrès d'un criminel de guerre. Sa femme Clara voit bien que le progrès doit être utilisé comme une possibilité accrue d'offrir des bienfaits à l'humanité. Elle ne peut supporter que son mari l'utilise pour lui nuire aussi gravement, aussi terriblement. Au lendemain de l'épisode libre, après la réception qui fête les exploits, ils se disputent, et alors qu'il part pour utiliser des gaz de combat sur le front russe, Clara se suicide. Deux autres visions du progrès. La vision féminine de Clara Haber, grande chimiste elle aussi, et la vision de Fritz. Par conséquent, à la question, le défi, y a-t-il quelque chose à sauver du progrès? Eh oui. Et ce qu'il y a à sauver, c'est justement l'humanisme. Non seulement il est à sauver, mais il est à considérer que ce doit être l'objectif explicite. Sans cela, en effet, il est totalement neutre, il peut être totalement nuisible en soi à l'humanité. Je n'ai pas le temps de vous parler, mais simplement pour vous faire prendre du doigt que, après cet exposé, vous voyez bien qu'il explique naturellement cet état de la société qui se délite dont j'ai parlé. Car on voit bien que le progrès, s'il a été utilisé au profit des humains, n'a pas été utilisé pour, par exemple, faire décroître les inégalités du tout. Et que même si le progrès a permis de faire reculer la pauvreté mondiale, c'est aux dépens d'une augmentation des inégalités qui, en elles-mêmes, sont un facteur de frustration, de tension, de révolte, de violence, aboutissant à ce monde qui se défait. Et il se défait du fait de la rage des descendants d'amoureux du progrès qui se considèrent comme ayant été trompés et qui sont dans cette attitude hargneuse des amoureux déçus, des amoureux trompés par le progrès. S'il n'est pas possible d'imposer que l'on rétablisse cet objectif humaniste au centre des méthodes, des desseins du progrès, en effet, le pessimisme est de rigueur. L'interrogation est également de rigueur pour un autre domaine. C'est que, aujourd'hui, le progrès qui a abouti à ces outils tout à fait extraordinaires a abouti également à des outils, eux aussi, tout à fait fantastiques, mais ces outils sont fantastiques parce qu'ils manifestent le prodige de l'esprit humain, mais aussi parce qu'ils ne font plus que défier l'homme dans ses capacités à faire, capacité à réaliser un objet, à courir, à voler. Il défie l'homme dans ses capacités à penser. C'est naturellement l'entrée dans le monde de l'intelligence artificielle. Quand je dis dans le monde de l'intelligence artificielle, je ne parle pas de ce que vous connaissez encore sous le monde de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, à dire vrai, ce monde numérique, des big data, où simplement on est capable de concentrer l'intelligence humaine, c'est-à-dire des datas multiples que les petites mains ont déversées dans des mémoires
prodigieuse et qu'on interroge avec des algorithmes logiques qui sont également des méthodes logiques développées par l'homme. L'intelligence artificielle, jusqu'en 2010, c'est l'intelligence humaine concentrée, uniquement. Déjà très époustouflante, mais c'est l'intelligence humaine. Mais depuis 2010, et c'est l'intelligence artificielle de demain, c'est une intelligence artificielle qui va devenir intelligente. C'est-à-dire qui commence à apprendre, dont les données commencent à être les données qu'elle acquiert elle-même de son expérience. Une intelligence qui est capable de modifier ses procédures, ses algorithmes, en fonction des données qu'elle a acquises elle-même. Et tout cela se développe à une vitesse absolument prodigieuse. C'est bien que, cette fois-ci, le progrès se développe et il aboutit à la création, à côté de l'homme et de son intelligence sensible particulière, d'une intelligence prodigieuse et dont l'accroissement est prodigieusement rapide. Un autre défi et une occasion de me réinviter dans 20 ans. Merci. Je vais faire le reste de mon boulot. C'est pas le plus difficile de la soirée. En plus, c'est marqué question 1, question 2, donc on va vraiment mâcher le travail ce soir. Question 1. Quelles sont vos nouvelles ambitions et les défis d'excellence que vous voulez relever en tant que président de la Ligue contre le cancer? Notre première ambition, c'est la plus simple, mais pas la plus simple. 40% des cancers, on l'a rappelé tout à l'heure, sont des cancers évitables. Aujourd'hui, en France, il y a un peu moins de 400 000 nouveaux cancers tous les ans. Et évidemment, si les cancers évitables étaient évités, ça veut dire qu'il y aurait 160 000 cancers de moins. Et par conséquent, 70 000, 80 000 morts par cancer de moins. Or, les causes majeures du cancer, on les connaît bien, on en a parlé tout à l'heure. Ces causes majeures, c'est le tabac, c'est l'alcool et c'est la mauvaise alimentation. Ce sont les 3 causes majeures des cancers, on l'explique très largement. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines. Et si vous voulez, pour vous montrer combien on n'est pas au bout de nos peines, si vous voulez que je vous donne un exemple de ce qu'est une entreprise de très grande importance, de très grande ampleur, qui est l'archétype de l'entreprise profondément anti-humaniste, profondément mauvaise, pour des raisons qui sont de profil, uniquement de profil. Après que la nocivité de la cigarette, du tabac fumé, a été démontrée, la politique mise en œuvre par les fabricants et les vendeurs de tabac a tué 500 millions de personnes dans le monde. 500 millions de victimes dont on savait qu'elles seraient victimes de la politique que l'on menait. Ces chiffres sont totalement réels. Ça montre également le travail qu'il y a à faire, mais c'est vraiment la priorité. Cela a été dit, j'ai lancé le slogan « La Ligue a 101 ans ». Elle s'engage éperdument pour que le maximum de jeunes s'approchent de cet âge sans cancer. Deuxième objectif social, une femme disait à un collègue, il y a peu de temps, « Mais docteur, je vous fais confiance, vous allez essayer de guérir de mon cancer et peut-être y parviendrez-vous. Mais à quoi cela peut-il servir que je sois guéri de mon cancer si je suis morte socialement ?» Il n'y a pas aujourd'hui de coïncidence absolue pour beaucoup de personnes entre la guérison physique d'un cancer et la réintégration totale dans la société, dans la profession, la possibilité d'emprunter pour mener un projet immobilier. Il y a des organismes qui sont concernés ici. Quand vous avez eu un cancer, et surtout si vous aviez un déterminant
génétique à l'origine du cancer, essayons d'emprunter. Extraordinairement difficile. Or, il me semble que quand une personne, une femme ou un homme, a subi ce parcours très difficile, parcours de soins d'un cancer, qu'elle s'est battue, les médecins se sont battus, mais elle s'est battue, et elle est guérie. C'est totalement inique, en plus, de lui créer tant d'obstacles pour qu'elle remette le pied à l'étrier d'une vie aussi normale que possible, qu'elle mène réellement ses projets. Troisième défi, à travers tous les progrès très importants qui sont faits dans le traitement des cancers, il y a encore des cancers désespérants. Le cancer du pancréas, le cancer triple négatif, qui sont peu nombreux heureusement, du sein, le glioblastome, le cancer du cerveau de l'adulte, mais également le glioblastome du tronc cérébral chez les enfants. Ce sont encore des cancers totalement désespérants. Le cancer du poumon reste d'une grande gravité. Malheureusement, le cancer de l'ovaire, on n'arrive pas à dépasser 30% de guérison. Et donc, vraiment essayer d'améliorer les traitements, trouver des nouveaux protocoles, des nouvelles stratégies pour ces cancers-là qui sont les cancers désespérants. Vous voyez, il y a du pain sur la planche, mais heureusement, il y a énormément d'enthousiasme pour le distribuer. Alors je suis content parce que vous avez répondu à une des questions qui est derrière moi en même temps, et puis je vais en poser une autre pour ne pas être accusé de censure, et qui n'est pas dans les questions qui sont là, qui défile derrière sur la partie objets connectés, sur l'expansion des ondes, le Wi-Fi, la 5G. Je pense qu'il faut que je la pose parce que sinon on va dire que je fais de la censure sur cette partie-là. Le monde connecté, c'est le monde d'aujourd'hui. Il a bouleversé, bien entendu, déjà notre monde. Il a bouleversé notre monde sur un point qui est la disparition, sans qu'on se soit bien rendu compte, dans la réalité, et même si on tente par des lois, par des dispositions, de freiner le phénomène, la disparition de la vie privée. On était, jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, chacun d'entre nous disait que l'essentiel était la protection de la vie privée. Or, dans un monde où tout le monde est connecté, dans la réalité, il n'y a plus de vie privée. Pour avoir une vie privée, il faut être sur une île déserte, avec un plafond nuageux permanent, extrêmement important, à plusieurs milliers de kilomètres de n'importe quelle terre. Voilà, là, à peu près, peut-être, vous pouvez être tranquille. Mais à part ces conditions, il n'y a pratiquement plus de vie privée. La seule garantie que l'on ait, qu'on ne s'intéresse pas trop à notre vie privée et à tout ce que nous faisons, c'est qu'on n'est pas très intéressant pour des gens de pouvoir. On est intéressant pour nos goûts, donc de toute façon on nous démarchera, on nous proposer des produits, ça on le voit tous les jours sur Internet. Mais pour le reste, bon, les galipettes que nous faisons, tout le monde en fait, ça ne concerne personne. Mais si par hasard on s'engage en politique et qu'on risque d'être élu, alors ça concerne tout le monde. Et alors là, tout devient redoutable. C'est-à-dire que la vie privée, c'est simplement le désintérêt dans lequel on est pour les autres. Et dès que l'on devient quelqu'un qui est en vue, ça c'est absolument tragique, parce qu'il n'y a plus de vie privée. Il n'y a plus de vie privée. Et ça s'est imposé comme ça. Un autre élément de ce monde qui est tout à fait positif, naturellement, c'est en revanche de donner un accès à des gens qui ont la soif de cela, à n'importe quel type de renseignement, voire de culture, où qu'il soit. Moi-même, je vais vous dire, j'ai vraiment, écrivant des livres, j'ai vraiment apprécié de pouvoir consulter la documentation pour l'essentiel, sans me déplacer à la Bibliothèque de France, parce que les documents ont été numérisés et qu'ils sont accessibles. Mais évidemment, ces réseaux, c'est également, nous voyons, cette modification totalement considérable de la relation avec l'amplification de n'importe quelle affirmation, rumeur, sans aucune gradation, sans aucune hiérarchisation,
Par exemple, quand M. Axel Kahn, le professeur Axel Kahn, cancérologue depuis 52 ans, dit quelque chose sur le cancer, si M. par tweet, si M. Daniel Schmildu tweet après quelque chose, disant M. Kahn a complètement tort, il dit n'importe quoi, et moi je vais vous dire ce qui est la vérité, et bien pour l'essentiel, il n'y a pas de préférence donnée à la parole de M. Axel Kahn. Il y a deux avis sur Internet. Il y a Daniel Schmildu et Axel Kahn, et ils sont deux opinions à considérer. Cela a abouti, dans ce monde, à un bouleversement de quelque chose auquel je suis très attaché, qui est la focalisation sur des connaissances et des compétences. Il y a encore 30 ans de cela, on faisait encore des grandes encyclopédies, l'Encyclopædia Universalis, l'Encyclopædia Britannica. On prenait les meilleurs dans leur domaine, on leur demandait d'entrer des items, d'écrire des items, et donc quand on voulait avoir des renseignements, on allait sur ces items. Et moi, dans les universités, j'étais président d'université, on essayait de fabriquer certains de ces individus, certaines de ces femmes, certains de ces hommes qui seraient les plus savants et les plus compétents dans leur domaine. Et puis, dans les années 90, on s'est rendu compte que certes, ils étaient les plus savants et les plus compétents dans leur domaine, mais que si on prenait la quantité infinitésimale minime de connaissances et de compétences qu'il y avait dans des millions de personnes, et que par une plateforme partagée, on mettait tout ensemble, eh bien, on pouvait parvenir à plus encore que ce qu'il y avait dans ces entrées du leader incontesté de son domaine, et ça c'est Wikipédia et le développement de Wikipédia. Et c'est la mort de toutes les encyclopédies, etc. etc. C'est-à-dire que le monde a déjà été bouleversé par toutes ces techniques, avant même que n'arrive cette intelligence artificielle possiblement intelligente que j'évite. Merci. Alors, il n'y avait pas forcément de réponse sur la partie ondes. Alors, pour ce qui est des ondes, honnêtement, je peux vous dire des enquêtes qui ont été faites, il faut continuer à les faire. Je m'y suis beaucoup intéressé parce que les cancers du cerveau, les glioblastomes, ont vu leur fréquence augmenter. C'est un des cancers qui a le plus augmenté. Et donc, évidemment, on s'est demandé si ça ne pouvait pas être secondaire à l'utilisation des portables, des téléphones portables. Et donc, il y a eu des enquêtes très importantes de fait, plusieurs enquêtes très larges, et qui, autant qu'on puisse dire, ont éliminé cette hypothèse. Donc, on reste avec cette question, pour quelles raisons les glioblastomes ont-ils augmenté? Mais, in fine, il ne semble pas que ce soit lié aux ondes téléphoniques des téléphones portables. Quelle opinion avez-vous sur la polémique glyphosate et le fait que les laboratoires d'analyse ne donnent pas les mêmes résultats en matière de toxicité? Le glyphosate, il y a plusieurs éléments. Le glyphosate a été montré en 2015 comme étant possiblement cancérigène par le CIRC, le laboratoire international du cancer de Lyon. D'autres n'ont pas retrouvé les mêmes résultats, mais ce résultat, c'est sans doute une étude de bonne qualité. Il y a des tests qui est plus sensible et par un petit nombre d'études. Donc sur le rongeur, il y avait ce pouvoir possiblement cancérigène. En revanche, quand on regarde les données épidémiologiques, les choses sont moins évidentes. C'est un aspect qui est très discuté aujourd'hui, et il y a eu 3 grandes enquêtes internationales sur l'état de santé des agriculteurs dans le monde. L'une en France, qui est Agrican, qui a été au départ commanditée par la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, et qui est menée aujourd'hui par l'INSERM, et l'autre qui est faite aux États-Unis d'Amérique. Et globalement, heureusement, ces enquêtes ne confirment pas un pouvoir cancérigène fort du glyphosate. Autrement, ce serait dramatique, évidemment. Il y aurait une masse de cancers chez l'agriculteur qui serait tout à fait tragique. Tel n'est pas le cas. Que dit, par exemple, l'étude Agrican? L'étude Agrican dit que globalement, il y a un peu moins de cancers chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Mais il y a plus de certains cancers. Donc, il y a certains cancers où il y a moins. Il y a moins de cancer du sein, un peu moins de cancer du sein. Il y a peut-être un doute chez les viticulteurs, mais le cancer des testicules, le cancer de la prostate, ça n'est pas significatif. Ce n'est pas comme le cas qui est beaucoup plus préoccupant de la chlordécone. En revanche, il y a
un cancer qui est plus fréquent d'après l'étude Agrican, qui est le lymphome non-Hodgkin. D'après une méta-analyse d'Agrican, il y aurait jusqu'à 20 à 30% de plus de lymphome non-Hodgkinien chez l'agriculteur que chez les non-agriculteurs. Pour tout dire, l'étude américaine, qui est une étude longitudinale, c'est-à-dire ça n'est pas une étude rétrospective, n'a pas retrouvé ces données, mais enfin ces données existent. Donc voilà quelles sont les données objectives aujourd'hui concernant le glyphosate. En résumé, globalement, ça n'est pas un cancérigène puissant, heureusement, parce qu'on a utilisé plus de 40 milliards de tonnes depuis environ 45 ans, et ça serait tout à fait dramatique que l'humanité aurait été décimée. Mais il est possible qu'il y ait des formes particulières de cancer qui soient favorisées. En particulier, aujourd'hui, on a l'intention d'attirer sur le lymphome non-Hodgkin. Je pense que cette réponse a surpris plus d'une personne dans la salle. Comment? Je pense que cette réponse a surpris plus d'une personne dans la salle. Moi, je vous donne les données. Hein. Voilà. Alors, justement, la question suivante, est-ce que l'écologie et protection de la planète sont compatibles avec le progrès? Ah oui, pour moi, le progrès comporte l'écologie et la protection de la planète. Pour quelle raison? C'est que vous l'avez dit, c'est que un progrès n'est un progrès avec un grand P que s'il est humaniste. Or, les humains qu'il s'agit de protéger, ce n'est pas simplement les humains qui vivent aujourd'hui, c'est les humains qui vivront demain. Et par conséquent, l'injonction d'Hans Jonas fait en sorte de léguer aux générations futures une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine est une injonction profondément humaniste. Et le progrès est humaniste et donc écologique ou n'est pas. Alors je vais poser une dernière question. Que pensez-vous de recourir à la technologie de l'intelligence artificielle pour parer aux dérives de la politique politicienne? Ça, honnêtement... Ce qui serait intéressant, c'est que l'intelligence... Bon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je l'ai dit, c'est concentré l'intelligence humaine. Donc, si ce sont les politiciens actuels qui ont programmé les machines d'intelligence artificielle, ça donne un résultat. Tout dépend, évidemment, des algorithmes que l'on a utilisés. Mais, et si on nous projette dans l'avenir, avec les machines autonomes, de plus en plus autonomes, honnêtement, je suis incapable de vous dire ce que ça donnera, mais j'ai tout de même un petit problème. C'est moi qui vais vous poser des questions. On peut toujours essayer. Qu'est-ce qui vous est utile à vous? À quoi attachez-vous du prix pour être heureux? Vous? Aux gens qui sont autour de moi. Oui, mais concernant vous. Les gens qui sont autour de vous. Comme ça, physiquement ou bien uniquement connectés par Internet? Alors les deux en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai autant d'amis que je ne vois quasiment jamais que d'amis qui sont dans mon quotidien, que je vois tous les jours. Est-ce que la chaleur d'une poignée de main amicale, est-ce que l'étreinte avec une femme aimée sont des choses qui participent à votre bonheur? Oui, complètement. Donc, vous ne faites pas l'économie de votre corps pour imaginer la manière d'être heureux. Votre corps est partie intégrante de ce à quoi vous aspirez et de ce que vous considérez pouvant vous rendre heureux. Alors, voyez-vous, l'intelligence artificielle a ceci de particulier, c'est qu'elle est déconnectée du corps. La machine intelligente n'a pas de corps. Elle n'a pas de corps. Et donc, il ne faut lui faire aucune confiance pour ce qui concerne notre bonheur. Et, in fine, qu'est-ce que c'est que le but d'un programme politique? Si c'est de créer une société où les femmes et les hommes puissent être plus heureux. Et donc, je me méfierai. Arrêtez de me poser des questions comme ça, ma femme est dans la salle. Alors, je pense que je vais inviter mes collègues de Tereos, de Groupama et de Crédit Agricole, puisqu'on voulait effectivement vous remettre ce soir, en notre nom à tous, un chèque pour finalement montrer notre engagement aussi sur
sur ce bel engagement que vous avez. C'est du bois, mais c'est pas un chèque en bois. Pour l'instant, c'est un chèque en bois. Et donc voilà, on est vraiment très heureux tous les quatre de pouvoir vous remettre cette modeste contribution. Et en fait, ce qu'on voulait tous les quatre aussi faire ce soir, c'est un appel à votre générosité collective. Vous êtes nombreux dans la salle, donc tous ceux qui peuvent aider le combat qui est mené par tous les bénévoles. Il y en a un certain nombre qui sont dans la salle et on les salue. Il y en a qui viennent de loin, la vice-présidente de la Ligue à la Guyane. Et donc, faites ce geste, quel que soit le montant, peu importe, mais contribuez à combattre cette maladie. Et à aider les gens qui en sont atteints. Parce que la solidarité, elle est vraiment. Seule la Ligue le fait. Cette aide gratuite, généreuse pour les gens dans leur parcours de soins, honnêtement, il n'y a que la Ligue qui le fait. Voilà, et merci par avance. Je remercie infiniment les 4 partenaires à l'origine de ce forum. Cela me semble extrêmement important. C'est une forme de vraie illustration de ce que j'ai dit à propos du progrès. Que vous ai-je dit à propos du progrès? Je vous ai dit que, évidemment, il y avait une considération de ce que peut apporter le progrès technique dans le domaine du numérique, dans les techniques agricoles, dans les techniques financières, de l'assurance. Il y a un vrai progrès. Ce sont des entreprises qui veulent avoir également un progrès économique. Mais la question est, quel est le but du progrès économique si ce n'est pas l'humain? Et lorsque les agences économiques nous disent, oui, vous avez raison, pour nous, le but du progrès économique, c'est aussi l'humain. Je vous dis merci et on les applaudit.